Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui, une vidéo, je suis content de montrer ça parce que j'avais l'habitude de montrer sur ma chaîne des lasers et les lasers deviennent de plus en plus coûteux et donc c'est quelque chose qui n'est pas vraiment démocratique pour beaucoup de gens. Et Algo Laser propose ici un petit laser, alors petit pas forcément en taille, hein, mais un laser qu'il va falloir qu'on monte nous-mêmes, mais qui réduit beaucoup les coûts. Alors la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'un laser à ce prix-là, j'ai plus le prix en tête, mais on va le voir tout de suite dans les caractéristiques, c'est pas excessif. Ça va dépendre aussi de la tête de laser que vous utilisez. Je pense que c'est une 10 watts qu'il y a dedans, hein, qui est une tête, voilà, plus ou moins polyvalente, qui va pouvoir faire des petites découpes et surtout de la gravure. Est-ce que ça vaut la peine si vous avez envie de vous équiper pour des petits projets, pour des projets de temps en temps, et où que vous n'avez pas un budget énorme à mettre dans un laser? C'est ce que je vous propose de regarder avec moi. Et je remercie encore Algo Laser de m'avoir fourni ce laser. Et je vous dis à tout de suite après le générique. Bon, alors voilà, hein, on est sur Algo Laser. Vous voyez que le kit ici en 10 watts est à 299 $, donc c'est quand même pas super cher. On a pour ce prix-là une proposition, moi qui me paraîtrait correcte. Donc alors vous le verrez dans la vidéo, hein, c'est un kit qu'on construit soi-même, qui est un petit peu moins sexy en termes d'infrastructure, mais pas de fonctionnalité. On a une surface de travail qui est intéressante, hein. On est sur du 40 x du 400, enfin sur 43,5. On a une vitesse de travail qui est bonne. Alors moi j'ai vraiment travaillé à 12 000 mm par minute, donc effectivement ça marche. On a un laser polyvalent, alors peut-être pas en 10 watts, peut-être pas pour la découpe. D'ailleurs vous verrez dans la vidéo, j'ai même pas essayé de la découpe. Il y a moyen un petit peu, hein, sur du 3 mm, mais bon, hein, c'est pas les performances de découpe qu'on va le plus chercher avec un module 5 ou 10 watts. On peut venir l'étendre encore, hein, il suffit d'acheter des kits supplémentaires et on peut l'étendre, avoir une surface de travail de 40 sur 880. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant, et donc je le disais, pour un prix qui est quand même vraiment contenu. Il a une fonctionnalité aussi avec une application qui fonctionne plutôt pas mal. Là encore, vous le verrez dans l'application, enfin dans la vidéo. Bref, voilà ce que nous propose Algo Laser. On passe tout de suite à l'atelier. Alors donc, comme vous le voyez, les dimensions sont pas énormes. On a un paquet qui est relativement petit et relativement léger. Alors le paquet fait 5 kg, c'est écrit sur la boîte. À l'intérieur, on retrouve le manuel. Alors, je l'ai coupé en ouvrant la boîte. C'est pas mal, hein. Donc, on a le manuel qui nous explique. Le manuel a l'air, je vous montre ici, hein, assez clair. Malheureusement, là, je le vois que en anglais. Peut-être qu'il est en français sur la carte SD ou sur le site, on verra. Mais donc voilà, il est assez clair, il explique bien tout, mais en anglais. Alors, on a également un peu de matériaux. On a ici une plaque d'acrylique, des petites cartes en aluminium et une plaque de contreplaqué, je sais pas, 1,5 mm, 2 mm, je sais pas exactement dire comme ça. On a également un petit pinceau et des colliers de serrage. Alors, si on regarde à l'intérieur du paquet, qu'est-ce qu'on a? On a une paire de lunettes. Alors, vous savez, si vous me suivez régulièrement, les lunettes chinoises comme ça, moi, je ne leur fais pas confiance. Alors, c'est pas parce qu'elles sont chinoises, mais c'est probablement parce qu'elles sont premier prix et que les yeux, c'est important. Donc moi, si vous travaillez avec un laser, je vous conseille d'investir dans une paire de lunettes un petit peu plus sérieuse. Personnellement, j'utilise celle de Laserland. Alors, le modèle que j'ai ici est fourni avec un laser. Celui-ci, c'est le laser de 10 watts. Donc, vous voyez à quoi il ressemble. Il est relativement petit. On a un petit bouclier protecteur pour les rayons du laser. Et on voit qu'on a également la buse d'arrivée pour
le tube de l'air assist, Air Assist que j'ai d'ailleurs à part ici dans une petite boîte sur le côté. Alors comme vous pouvez le voir, les profilés sont assez standards, donc on va avoir un laser qui a un style assez à l'ancienne, hein, pas ça va pas être super design, mais c'est aussi pour ça que les coûts sont réduits et on peut voir qu'ils sont étiquetés, je suppose, pour faciliter l'assemblage. Alors, on a un bloc d'alimentation 24 volts 4 ampères et évidemment un cordon d'alimentation. Alors, l'axe X arrive monté en une pièce, donc ça, c'est déjà pas mal. Le reste, on devra monter. Et les pieds reprennent un petit peu la couleur de Algo Laser, hein, puisque ils nous ont habitués comme ceci à cette espèce de rouge. Et ils sont plutôt sympathiques, c'est du métal, ça a l'air d'être qualitatif. Alors, ils fournissent avec évidemment un câble USB et les petits sachets avec toute la quincaillerie. Et on peut voir les courroies, donc oui, on devra monter nous-mêmes nos courroies. On a également le tube de l'Air Assist qui est ici et de l'Air Assist, hein, je précise à ceux qui comprennent autre chose. Et on a également une lentille de remplacement avec dans la boîte. Le boîtier de contrôle intègre l'écran et il fait partie intégrante du cadre. Voilà, et la machine va évidemment supporter Algo OS pour ceux qui connaissent, et on a une clé, un bouton d'arrêt d'urgence et le bouton power. Et voilà, c'est tout pour la boîte. Alors on a également une boîte avec la pompe pour l'Air Assist qui intègre également un manuel, enfin un guide de démarrage rapide, pardon. Et la pompe est assez classique, c'est une 30 litres par minute, ce qui est plutôt pas mal. Et on a un boîtier de contrôle, voilà, donc on regardera ça. Bon, voilà pour l'unboxing, on va passer au montage. Bon, alors voilà, le montage a l'air quand même très très facile. Donc la première étape, et c'est là qu'on vient faire référence aux petites lettres qu'on va trouver. Donc la première étape, c'est de venir mettre les axes sur les côtés. Donc on a besoin du C et du D. Le C vient se mettre sur le côté, à ma gauche, à moi. Le D à ma droite. On tirera l'autocollant à notre aise après. Et on a besoin de prendre le B qui va venir être sur l'arrière, comme ceci. Alors, il faut pas se tromper. Ici, les chiffres sont à l'intérieur. Donc c'est plutôt comme cela. Ensuite, on vient prendre deux pieds et on vient attacher ensemble avec les vis. Il n'y a pas des masses de vis fournies avec, il y a des petites et des grandes. Le long du profilé C, on va venir mettre le pied comme ceci avec le premier trou de l'autre côté, là où on a deux trous. Et la vis la plus longue vient de ce côté-ci, là où on n'avait qu'un seul trou, pour venir attacher le profilé comme ceci. Une fois que c'est fait, on vient prendre les petites vis, enfin c'est pas les plus petites, c'est les moyennes, qu'on vient mettre ici dedans, comme cela. Et on fait ça de l'autre côté également. Alors, une fois que c'est fait, on va venir prendre l'axe X et on va venir le faire passer dans les deux profilés. Et on fait évidemment attention à ce que cette partie-là soit vers l'avant. Pour rappel, le B, là, c'est l'arrière. Et une fois que c'est fait, on vient attacher la partie avant de la même manière qu'on a attaché la partie arrière. Il va toutefois falloir faire attention où sont les trous qu'on retrouve ici dans le profilé A. Vu que ce sont les trous de l'emplacement du boîtier de contrôle, ils vont venir ici, de ce côté-là, sur l'avant gauche. Et voilà, une fois que c'est fait, on a déjà notre cadre qui est pratiquement construit. Alors, on va maintenant installer les courroies. Alors, pour installer les courroies, on les fait passer ici à l'intérieur, les dents vers le bas. Et je vais prendre une petite pince à épiler parce que il va après falloir les faire passer en dessous de la roue, au-dessus, en dessous. Donc, on a notre courroie dents vers le bas
comme ceci. On va la faire passer en dessous de la première roue. Essayer de la récupérer. Ça, c'est la partie un peu plus délicate. Alors, en plus, moi, je dois essayer. Mais que ce que je fais, vous le voyez. Donc, ça aide pas. Vous aurez un peu plus facile que moi. Donc, une fois qu'on l'a récupéré, on vient le faire passer au-dessus. Il y a une petite roue crantée. Donc, il faut vraiment que l'écran soit vers le bas. Et puis, on le repasse de l'autre côté et on le refait passer en dessous de la deuxième roue pour venir le récupérer de l'autre côté. On vient jusqu'au bout et vous voyez que la courroie dépasse un petit peu ici. Ensuite, il y a un petit trou pour le faire passer de l'autre côté. On le fait passer de l'autre côté et on essaye d'équilibrer la distance entre ici et ici. Ensuite, je viens prendre un petit... je sais même plus comment on dit en français, un petit spacer, voilà, une petite rondelle, une petite vis, et c'est comme ça qu'on serrera la courroie. On le met comme ceci, et après on serre. Et c'est également comme ça qu'on règle notre courroie, en desserrant un petit peu, en tirant un peu sur la courroie, ou en venant tirer un petit peu de l'autre côté. Je fais pareil évidemment de l'autre côté, donc maintenant je suis ici évidemment. Alors, je vais attacher ça maintenant, simplement. Et puis, s'il faut, je réglerai les courroies après. Mais donc, pour régler les courroies, simplement, on desserre un peu et on tire sur la courroie jusqu'à ce qu'on ait la bonne tension de courroie. Et voilà, la première courroie est installée. Je fais ça de l'autre côté. Rien de vraiment insurmontable. Et voilà, les courroies ont l'air d'être souples. Et ça roule bien. Alors, on va maintenant venir placer le limit switch. Pour ceci, on a le limit switch qui est ici et une petite plaque. On va venir assembler le limit switch sur la petite plaque. Et mettre la petite plaque d'abord sur le cadre. Et une fois que c'est fait, on vient mettre le limit switch avec la petite tête rouge du côté de l'axe X. Et on visse avec les petites vis qui sont là, sur la plaque rouge. Alors, il faut le visser du bon côté parce que sinon, vous voyez, il va pas taper. Donc en fait, je dois le visser de l'autre côté. Donc simplement le retourner comme ceci. Et là, ça viendra taper avec la petite partie métallique. Et voilà, maintenant ça marche bien. Alors, il nous reste plus grand chose à faire. On vient installer la tête laser. Alors pour ça, pas très compliqué. On a besoin de ces deux vis-là. On glisse la tête dans le bon sens et on visse pour maintenir la tête. On fera la calibration un autre moment. Alors, je vais maintenant venir mettre le boîtier de contrôle à l'avant. Le boîtier de contrôle, il est comme ceci. On a des vis. Alors, vous voyez ici, on a deux grosses vis qui ressortent. On doit les faire rentrer dans les trous qui sont ici. Et puis, on vient visser à l'arrière quelques vis. Et voilà. Pas plus compliqué que ça. Petit détail. Alors, si vous voyez bien ici à l'arrière, on a une antenne pour le Wi-Fi. Et ça ne supporte que le 2,4 GHz. Et on va maintenant s'occuper du câblage. Alors, petit moment ASMR. Le câblage n'est pas très compliqué. On a d'abord ici les deux connecteurs du limit switch qu'on va venir glisser simplement. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on vient le faire passer en dessous, pour qu'il passe bien sur le côté. Comme cela. On vient attacher les deux limit switch de l'axe X qui sont eux déjà fixés. Au passage, on attache le moteur. Et ensuite, ceci, on vient brancher le câble jaune dans le truc jaune. On peut pas faire vraiment beaucoup plus compliqué que ça. Donc, on le branche et ensuite, on le sécurise comme ceci. On s'assure qu'il aille bien jusqu'au bout, mais c'est le cas. Et ensuite, à l'arrière, on a encore un petit câble à brancher, le moteur de l'axe X. Là, il est complètement branché. Alors, le câble management, comme ça, est pas très terrible. Donc, on va prendre les petits colliers de serrage et serrer deux, trois petites choses. Alors, j'avais commis une petite erreur. Il fallait mettre le câble plutôt vers l'avant du pied, pas vers l'arrière. Donc, je rebranche mon limit switch. Et ensuite, avec un collier de serrage, on vient sécuriser ici l'avant. On vient également sécuriser les câbles ici
comme cela. Alors, il y a encore du jeu, c'est normal, puisqu'il faut quand même que le câble bouge. Et on va venir sécuriser aussi ici. C'est pas le câble management le plus propre que j'ai vu, mais bon, c'est dans la logique de ce laser moins cher. Et voilà, ben, il nous reste à brancher l'air assist. Alors pour ça, ben, pas très compliqué. Une partie qui va ici, dans le boîtier de contrôle. Alors, on a un tube qui est fourni avec un pneu fit à l'arrière, qui est un diamètre plus épais. Lui vient se mettre ici dedans, dans la pompe, comme ceci. Et on a un autre tube plus fin qui lui va partir du pneu fit et va venir se mettre sur la tête du laser. Donc, pas compliqué, simplement brancher et venir le brancher là. Alors vous voyez, là le câble va un peu dans tous les sens. Ben, l'idée c'est de venir quand même attacher ces câbles ensemble, histoire que ça fonctionne. Et voilà, donc je suis d'accord, pas le plus beau câble management de la Terre, mais je rappelle qu'on est dans l'esprit d'un petit kit pas trop cher pour ceux qui veulent aller à l'essentiel. Bon, ben voilà, il est fini d'être monté, plus qu'à brancher les prises de courant. Mais ça, je pense que je vais pas vous insulter à vous expliquer comment on fait. Et ben, on va le tester tout de suite. Alors au niveau de l'interface, vous voyez, on a ce qu'ils appellent le AlgoLaser OS, qui est quand même très fluide. On a rarement dans des lasers une interface aussi épurée et aussi développée. Bon, on a ici la liste des projets. Il donne quelques projets exemples. Alors, ben, ils nous disent les matériaux. Ici, du contreplaqué de 3 mm. On doit choisir notre type de laser. Comme ça, on ne voit que ceux qui sont compatibles avec notre laser. On nous affiche chaque fois le temps que ça prend. 1h16, 1h40, 2h et des. Bref, c'est plutôt sympa. On va faire une découpe basée là-dessus pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors là, j'ai pas mis la clé USB, mais donc si on a la clé USB branchée dedans, on voit ça ici. Et il y a une carte SD interne de 8 Go qui est pour le moment vide pour moi. Alors au niveau des commandes, eh ben, on a un panneau de commandes qui est voilà, assez clair. Hein. On peut bouger les axes, venir faire un homing, modifier le pas de déplacement. Et si on a un laser, ici c'est pas le cas, j'ai pas de Z sur ce laser là, mais si on a un laser qui permet de travailler en Z, eh ben on a ici, on peut lui demander de travailler en vitesse max, rapide, lente, intermédiaire, enfin bref, on peut lui demander. Et puis il y a les contrôles du caisson, si on en a un, j'en ai pas. Enfin, le bouton paramètres va nous permettre d'activer le Wi-Fi, de nous créer une clé virtuelle USB. Alors, ça crée un disque USB sur mon ordinateur. C'est amusant. Alors, ben, je vous montre au passage. Ici, on a une clé USB, hein, vous voyez, qui est apparue. Et en fait, ça donne un accès à l'ordinateur, enfin, au laser. Et dedans, on a même toute une série de modèles. C'est plutôt sympa. Enfin, on peut changer les langues. Vous avez vu que l'interface ici est en français. Et la traduction a l'air d'être propre. Ça a l'air d'avoir bien pensé les espaces. On a un diagnostic, un bouton autotest. On peut activer ou non la reprise en cas d'interruption. Bon, moi, je vais le faire. On vient choisir le type de fonctionnement. Ici, c'est le fonctionnement selon les axes XY en surface plane. On pourrait utiliser un rôdeur ou un chuck, donc c'est les rotaries. Le son, je vais désactiver parce que c'est tout simplement infernal. Et après, on peut nettoyer, formater la carte SD. Bref, une interface qui est très réactive. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est m'occuper de la hauteur de focus. Je vais installer le Honeycomb au passage qu'ils m'ont envoyé avec, que je vous ai pas montré, mais comme ça, vous le verrez. Et on va tester un projet qui est intégré dans le laser pour voir un petit peu ce que ça donne. Je dois juste m'assurer que j'ai bien une plaque de contreplaqué de 3 mm. Allez, c'est parti. Bon, vous avez vu, ici, j'ai mis le Honeycomb, j'ai ma plaque de 3 mm de contreplaqué. Et pour faire la hauteur focale, c'est pas dur. On a ici une petite cale.
L'idée, c'est de venir, bon, d'abord on remonte un peu, hein, sur le côté ici on a des petits écrous à dévisser. On vient mettre ceci, on vient pas le mettre ici, hein. Ça c'est beaucoup trop haut, c'est pas comme ça. Donc c'est plutôt avec cette hauteur-ci en dessous du bouclier. Donc je descends, je dévisse mes écrous et je viens faire descendre le bouclier jusqu'à ce que, vous voyez, le bouclier vienne toucher le dessus de cette petite plaque là en dessous. Et je viens resserrer mes écrous. Et voilà, là, la hauteur, elle est bonne. Bon, alors voilà, maintenant on a tout qu'à près. Bon, on va tester un des fichiers, hein, qui était déjà dessus. Je vais regarder celui qui me paraît le plus sympa à faire. Alors, j'ai choisi, il me dit prochaine étape. OK. Je regarde un peu le cadrage. OK, aucun problème. Je vais sécuriser quand même, on ne sait jamais, ma planche. Je refais le cadrage pour être certain que ça n'a pas bougé. Très très bien. Je crois que j'ai plus qu'à appuyer sur démarrer. Alors, pour info, hein, là on entend le bruit. Je vais prendre, j'ai une appli là avec l'exposition, je pense qu'on ne voit pas, mais je vous montre à l'écran, une appli qui prend les décibels. Alors, je vais me mettre à 1 mètre pour avoir le bruit à 1 mètre. Je suis à peu près à 65 décibels à 1 mètre. C'est sûr que c'est pas à mettre dans votre chambre à coucher. Après, c'est une machine d'atelier, hein. Donc, je vous conseille pas de mettre ça dans une pièce de vie, d'autant plus que ici, bon, alors moi là j'ai activé, je l'ai coupé le temps de prendre la mesure de son, mais je vais activer mon extracteur d'air, puisque c'est pas forcément super sain. Alors voilà, bon, il a terminé. On va regarder un petit peu ce que c'est. Alors dans son fichier, la découpe est parfaite, hein, évidemment. On peut voir aussi que l'air assist a vraiment bien fonctionné. Et ça nous fait un petit... il y a quand même à retirer. Donc voilà, ça nous fait une espèce de petit sac. Comme ceci, c'est marrant. Il est dépliable. Hop, et on peut fermer avec ces espèces de petites cales. Bon, c'est plutôt marrant. Par exemple, je sais pas, pour mettre les serviettes pour la Saint-Valentin, ah oui, c'est une idée. Si on prépare une petite table et pour mettre une belle serviette rouge dedans, sur la table pour la Saint-Valentin. Je sais plus le nom qu'ils donnent au fichier. Ils appellent ça sac à main. Bon, ok. Ça fait vraiment un petit sac à main. En tout cas, le projet qui est dedans est bien calibré. Ça, c'est plutôt sympa. On voit que le laser fonctionne sans difficulté, hein. Il a fait de la découpe. Alors, il n'a pas fait de la gravure là-dessus, mais en tout cas, la découpe s'est passée de manière très propre. Je vais maintenant installer l'application, vu qu'on peut l'utiliser également avec une application mobile, et on va tester avec l'application. Alors, l'application, si vous voulez la trouver, il y a un code QR dans le manuel. Je vais masquer celui du Google Play. Donc, c'est l'application Algo Laser, hein, comme vous voyez là. Je la télécharge. Il faut évidemment d'abord régler le Wi-Fi dans le laser. Moi, je l'ai fait, donc c'est dans le menu paramètres et vous pouvez activer votre Wi-Fi. Et ensuite, voilà, on a une application comme ceci. On dit let's go. Il me dit que l'appareil n'est pas connecté, donc on va cliquer ici pour se connecter à l'appareil. On a un petit tutoriel, hein, vous voyez sur l'image, il m'a trouvé le Algo Laser Do It Yourself MK2. Je clique dessus, je choisis mon module laser. C'est le 10 watts et je clique sur connecter. Alors, je vais remettre ma petite plaque et on va essayer de graver quelque chose de ce côté-ci en utilisant l'application. Dans les paramètres de la machine dans l'application, j'ai ceci, donc je peux voir le laser que j'ai, je peux choisir le type de traitement, c'était comme dans le menu. Le module laser, dans gestion des documents, j'ai accès au contenu de la carte SD. Et là, vous voyez, c'est comme on avait sur l'ordinateur.
j'ai tous mes matériaux qui apparaissent ici, qui sont pas exploitables en tant que tels, mais qu'on va peut-être pouvoir reprendre dans le menu gravure. Alors, on a contrôle, ben ça, c'est facile, hein. Je viens appuyer sur Home et il fait le homing. Ça, c'est très très bien. Ça fonctionne bien. Si on avait un caisson, on pourrait contrôler ça ici. Et le menu gravure, on a quelques options disponibles. Alors, on peut venir chercher du matériel de gravure, comme ceci, donc quelques icônes. L'album nous permet d'avoir accès à nos photos. Texte va nous permettre d'écrire quelque chose à graver. Par exemple, si je tape Technapa, hop, je viens choisir la police. On va mettre ceci. Je peux lui donner quelques petits effets. Imaginons que je veux graver ça. Je viens régler la configuration, savoir si le laser va pulser des petits points, va vers des lignes ou remplir des vecteurs. Si on veut un remplissage, la qualité, je vais mettre une grande qualité. Et par contre, au niveau de la configuration du laser, ben ici, il faut qu'on connaisse nos paramètres déjà, parce que on n'a pas de menu qui nous dit tiens, si vous êtes sur du contreplaqué, ça c'est dommage. Si vous êtes sur du contreplaqué, eh ben il faut telle vitesse de gravure avec telle puissance. Alors je vais essayer ici 12 000 à 100% de puissance et on va voir ce que ça donne, hein. Et voilà, donc c'est très propre, hein, sans trop me casser la tête. Les paramètres, je les ai trouvés sur le site de Algo Laser. Il y a la liste des paramètres et tout était bien indiqué. C'est juste dommage qu'ils l'ont pas repris directement dans l'application, hein, comme vous voyez ici. Alors, si je reviens dans l'application, on peut s'amuser à faire également un dessin libre, un code QR, un code barre. Par exemple, je vais mettre un code QR avec un lien vers ma chaîne YouTube. Voilà. Alors là, l'image est grande, donc on va quand même faire plus petit que ça, parce que pas 20 sur 20. Je viens déplacer sur la partie et je viens faire mon cadrage, comme ceci. Et vous voyez, il vient facilement me montrer. Je vois que, ben, par exemple, je vais pouvoir le mettre ici. Donc c'est parti, je garde les mêmes paramètres de gravure et on va le laisser graver le code QR et puis on verra s'il fonctionne, hein. Alors vous voyez ici, sur l'image, on voit progressivement ce qu'il est occupé de faire. Donc on a les petites flèches qui montent, hein, pour monter progressivement les lignes qu'il fait. Je trouve ça plutôt sympa. Et voilà, il a terminé. Alors maintenant, ben, on va venir le remettre à une autre place. Et puis on va essayer de scanner le code QR. Alors, vous voyez directement, il a détecté YouTube et il me trouve. C'est magique. Bon, alors je vais quand même faire un petit test sous Lightburn et ben pour ça je vais essayer de graver sur une ardoise ce fichier, hein, donc c'est une image comme ceci, hein, c'est censé me donner le résultat. Alors ben, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais chercher ce genre d'image sur Laserpix. Par contre, elle est prévue pour 10 sur 10, donc en fait je vais devoir télécharger l'original, l'agrandir et la préparer avec ImageHer, qui est un autre site et qui permet alors de, enfin c'est lié, hein, mais ça permet de venir télécharger et préparer nos images pour qu'elles soient compatibles avec la gravure laser pour obtenir ce genre d'effet là. Donc en fait il va transformer l'image pour donner une image comme ça avec plein de petits points et on obtient finalement dans Lightburn un fichier comme ceci, alors qu'on doit venir régler en mode relais ici, comme ça
il n'applique pas lui-même des algorithmes de déformation de l'image, mais c'est pour ça que vous devez également, si vous l'agrandissez ou si vous le réduisez, vous n'aurez pas la même chose vu qu'il est vraiment pensé par rapport à la taille auquel le fichier a. Alors voilà, c'est terminé. Bon, moi j'adore ce genre de fichier, mais c'est tout simplement magnifique. Regardez ça. Je trouve ça splendide, moi. Alors, pour ceux qui se demandent, ça a été gravé à 6000 mm par minute et 40% de puissance, donc avec le laser 10 watts. Je suis vraiment content du résultat. Ça a quand même pris à peu près 4 heures, hein. Il faut le signaler. Bon, alors voilà, quelle conclusion je pourrais donner pour ce laser? Je trouve que c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, même un excellent rapport qualité-prix, parce qu'il n'y a pas grand-chose à envier, si ce n'est le côté un peu bricolage, où on est un peu moins beau, c'est un peu moins massif que les modèles qui sont vendus plus cher, mais qui arrivent dans des cadres tout faits. Ici, bon, le nom le dit, Do It Yourself Kits Mark II. Donc ici, on est quand même vraiment sur une excellente proposition pour un coût qui est quand même vraiment maîtrisé. Alors Algo Laser, j'avais testé leur modèle Alpha. Au bout d'un moment, j'ai eu le Delta et il y avait une panne sur une carte liée à un dégât dans le transport et puis j'ai jamais su la réparer. Puis en fait j'ai laissé tomber et puis voilà. Donc le test n'est jamais sorti. Mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de monde qui sont contents de cette marque. Alors, j'ai pas entendu beaucoup d'échos négatifs à propos de la marque. C'est quelque chose. Moi, à l'époque, le Alpha m'avait vraiment particulièrement étonné parce que on avait une proposition à coût maîtrisé avec un bel écosystème logiciel et voilà. Et ici, c'est encore le cas. L'application est beaucoup plus facile à utiliser que d'autres. Vous voyez, il y a des systèmes où il faut se mettre en access point. Enfin, ici, ça fonctionne tout à fait normalement, de manière logique, pour se connecter en Wi-Fi à la machine. On a une connectivité par USB-C et un port USB, une carte SD interne. Il y a des projets variés plutôt sympas à l'intérieur. Le prix moi je trouve que le prix est quand même pas mal maîtrisé pour ceci. Alors en fonction de votre besoin, vous prenez 5, 10 ou 20 watts au niveau de la tête de laser. Je pense que si vous voulez de la gravure, il faut pas monter au-dessus de 10 watts. C'est vraiment pour la découpe et la découpe de pièces un peu plus épaisses qu'on peut envisager le 20 watts. On a une surface de travail de 40 sur 40 et l'encombrement n'est quand même pas énorme. Donc, moi, je trouve que c'est un laser qui vaut le coup. C'est un laser que je recommanderais certainement aux personnes qui sont quand même un petit peu bricoleuses. Alors, ce que je vais dire, en fait, je le pense sans le penser. Je pense qu'un graveur laser n'est pas fait pour une personne qui n'a pas la moindre notion de bricolage. C'est pas... voilà, je sais que ça fait rêver, je sais qu'on a envie de ça, mais si on se sent vraiment pas du tout à l'aise avec la technique, qu'on peut pas chipoter, qu'on sait pas installer un driver sur l'ordinateur, qu'on ne sait pas régler une courroie, moi je vous conseille vraiment pas de vous lancer dans la gravure laser. C'est voilà, j'ai vendu beaucoup de graveurs laser à des gens parce que je les vends pas cher après avoir fait des tests la plupart du temps. Et j'ai eu énormément de personnes avec les graveurs laser qui en fait s'en sortent pas, crament quelque chose, l'abîment profondément parce que simplement ils respectent pas des principes de base de la gravure laser. D'autant qu'il y a des choses qui sont dangereuses avec un graveur laser, qu'on peut foutre le feu aussi. Donc je conseillerais pas un graveur laser pour un grand débutant. Donc je reviens à ma proposition que je voulais dire. Pour une personne qui a un minimum de technique, et je parle d'un minimum, faut pas être ingénieur, mais quand même un minimum de sens de la technique et qui n'a pas peur d'installer. Vous avez vu dans la vidéo, installer les courroies, c'est pas non plus sorcier. C'est une excellente proposition pour rentrer dans le monde et puis même en fait pour l'utiliser quand on n'en a pas un usage intensif.
Pas qu'il peut pas avoir un usage intensif, mais voilà. Après, je l'ai pas testé sur le long terme, donc ça se trouve, il peut tenir 10 ans, hein, j'en sais rien. Mais voilà, moi je trouve que c'est une excellente proposition. Je sais pas trop quoi dire à part ça. Voilà, j'ai été satisfait de l'utiliser. Il est pas trop cher et je crois pas que vous ferez une erreur si vous décidez de l'acheter pour vous lancer dans la gravure laser. Mais attention, vous lancez pas si vraiment même installer un logiciel sous Windows, ça vous paraît compliqué. Hein, je le dis tout de suite parce que on n'est pas encore avec des graveurs laser qui proposent des solutions hyper faciles, surtout dans ce format-là. Peut-être qu'avec les petits formats qui se connectent uniquement avec un GSM, il y a moyen. Mais ici, il y a quand même des notions, un peu de technique, un peu de physique, légèrement, de rapport entre la vitesse et de la puissance à maîtriser. Voilà, ben je vais m'arrêter ici. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mettez-moi un pouce, même si vous voyez pas, j'ai pas activé le fait qu'on puisse voir les pouces, mais mettez-en un. Mettez un commentaire, ça fait vivre la vidéo. Franchement, c'est ce qui manque des fois à mes vidéos, c'est que les gens on les regarde, ils les commentent pas toujours. Alors peut-être qu'on n'a rien à dire, peut-être que c'est parfait, mais juste un j'ai vu. Eh ben c'est très bien. Allez, ben je vous remercie et à la prochaine.